Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant nous allons voir ce qui se passe avec le principe d'exclusion. Alors d'abord reprenons l'expérience de diffusion. Nous avons deux particules qui tentent à être diffusées dans le même état, dans la même direction. Donc il y a une certaine amplitude 1A, que la particule A soit diffusée dans la direction 1, à une certaine amplitude 2B, qu'elle soit diffusée dans la même direction, dans la direction 2. Mais il existe aussi l'amplitude d'avoir le processus inverse, c'est-à-dire que A soit diffusé vers la direction 2 et B soit dirigé vers la direction 1. Et si les particules A et B sont des fermions, nous savons que lors de cette permutation, on a un changement de signe, on doit soustraire les deux amplitudes. Alors, à nouveau, attention, quand on dit 1 et 2, on parle pas seulement de la direction, mais vraiment du même état, donc même énergie, même vitesse, même spin, etc. Si les directions 1 et 2 sont presque identiques, alors 1A et 2A sont presque égaux, de même 2B et 1B. Donc la différence ici est très petite. Et lorsque 1 tend vers 2, ça tend carrément vers 1A, 1B, moins 1A, 1B. Et donc ça tend vers 0. L'amplitude du processus tend vers 0. Et donc ne se produit pas. Et donc on retrouve là le principe d'exclusion. Deux fermions ne peuvent pas se retrouver dans le même état. Simplement parce qu'il n'y a pas d'amplitude, l'amplitude est nulle que le phénomène se produise. Alors, qu'en est-il de la structure des atomes? Alors, la description que nous allons donner ici est très qualitative, très approchée, mais au moins pour se rendre compte approximativement de ce qui se passe et de l'importance du principe d'exclusion. Supposons que le principe d'exclusion n'existe pas. Alors, il est très difficile d'imaginer ce que seraient les lois de la physique si on les modifie. Si on dit, il n'y a pas de principe d'exclusion, les lois physiques sont différentes. Il y a une infinité de manières d'avoir des lois différentes. Donc ça conduirait à une infinité d'univers ou d'atomes de nature totalement différente. Mais voyons juste le principe d'exclusion. Enlevons juste le principe d'exclusion. Dans ce cas-là, pour un atome d'hydrogène, on aurait un proton et un électron situé autour. Alors, dans son énergie de base, la plus basse, il occuperait une certaine zone autour, il n'est pas collé au noyau à cause du principe d'indétermination. Le principe d'indétermination fait que l'électron ne peut pas être exactement au centre, au repos, parce qu'alors, le principe de détermination serait violé. Il a forcément une certaine vitesse et une certaine position imprécise, ce qui fait qu'il a une distribution, une fonction d'onde, qui fait qu'il est étalé autour du proton. Notons que déjà ça introduit une certaine stabilité dans la matière, parce que l'électron ne peut pas être complètement tassé contre le proton. Ajoutons maintenant des protons et des électrons. Donc on va avoir l'hydrogène, on va avoir l'hélium. Le noyau est plus, il a deux protons. Un électron se situe autour, et l'autre électron viendrait effectivement se mettre autour aussi dans cette petite zone. Le lithium, 3 protons. À nouveau, on aurait 3 électrons qui viendraient se situer dans cette petite zone autour. Donc avec cette structure, tous les atomes se ressembleraient fortement. On aurait simplement un nuage d'électrons compacté autour du noyau. Ils auraient tous à peu près la même taille, d'allure très petite, celle de l'atome d'hydrogène, à peu près les mêmes d'énergie de liaison des électrons au noyau, etc. Il n'y aurait pas réellement
de différence majeure, à part la masse, il n'y aurait pas réellement de différence majeure entre les atomes. Pas de tableau périodique, pas de chimie. Mais les électrons sont des fermions. Alors, dans un atome d'hydrogène, ça ne change pas grand-chose. En fait, ça ne change rien du tout, puisqu'on a un seul électron. Pas de problème. On va dire un électron avec son spin dirigé vers le haut. Prenons l'atome d'hélium. Plus plus. On a donc un électron qui vient se mettre autour. Et en principe, on ne devrait pas pouvoir mettre un deuxième électron dans la même zone, puisqu'ils ne peuvent pas être dans le même état. Oui, mais l'électron a un spin. Et le spin peut être différent. Donc, le deuxième électron peut lui aussi se mettre dans cette zone avec un spin opposé. Prenons maintenant le lithium. Deux électrons. Et cette fois, le troisième, on ne sait pas le mettre. Parce qu'il doit avoir soit le spin vers le haut, soit le spin vers le bas. Et donc, on ne sait pas mettre de troisième électron, il serait forcément dans le même état qu'un des deux autres électrons. Donc, il ne reste qu'une possibilité, c'est que l'électron soit situé plus loin. Dans un état différent. Et donc, il serait à la fois plus loin, mais il aurait également une énergie de liaison plus grande. Il lui faudrait une plus grande énergie pour s'éloigner du proton, puisqu'il y a une attraction par le noyau, et donc pour l'éloigner, il faut fournir de l'énergie. Ceci a déjà plusieurs conséquences. D'abord, l'énergie de liaison est négative, parce que c'est ce qui garantit la stabilité. Il faut fournir de l'énergie pour l'écarter à l'électron, pour l'écarter du proton. Donc on dit qu'on a une énergie de liaison négative. Et plus les électrons sont éloignés, plus leur énergie est grande, et comme elle est négative, plus l'énergie de liaison est faible. Les électrons extérieurs sont moins liés, ils sont déjà plus éloignés du noyau. Pour les extraire, il faut moins d'énergie. Effectivement, expérimentalement, on constate que pour arracher un électron de l'hélium, il faut fournir 25 électronvolts, alors que pour arracher l'électron extérieur du lithium, il faut fournir seulement 5 électronvolts. Deuxième conséquence, on constate ici qu'on a un électron en bordure qui va interagir avec ce qui est à l'extérieur. Et donc il va pouvoir s'échanger avec d'autres atomes, par exemple. Et c'est là qu'on retrouve la valence chimique de l'élément. Le lithium peut établir une liaison, une valence de 1 avec un autre atome. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul électron périphérique. Et enfin, dernière conséquence, du fait de cet entassement en couches, les gros atomes sont aussi beaucoup plus grands, prennent beaucoup plus de place. Et là, on retrouve ce caractère de stabilité de la matière, déjà permis par le principe de détermination, mais qui est insuffisant, le principe de détermination, parce que ça n'empêcherait pas les noyaux de tous s'agglomérer avec un énorme nuage d'électrons compactés autour, comme on l'avait ici. Mais du fait du principe d'exclusion, les électrons ne peuvent pas tous s'entasser, et d'ailleurs, les protons qui sont des fermions subissent le même phénomène dans leur noyau, et donc la structure de la matière a tendance à être plutôt aérée.
et donc garantit la stabilité de la matière qui évite qu'elle ne s'effondre sur elle-même. Ceci est donc lié à deux phénomènes, le principe de la détermination qui implique un certain étalement et le principe d'exclusion qui fait que ça prend une certaine place. Les électrons ne peuvent pas tous être tassés autour du noyau. Revenons à cette histoire de liaison chimique. Alors, puisque les atomes peuvent s'approcher, par exemple deux atomes d'hydrogène, et leurs électrons vont tendance à se situer entre les deux. Or, ils ont une charge négative. Donc, le proton qui est là, normalement, il est repoussé par le proton, ils ont tous les deux une charge positive, mais du fait qu'il y a des électrons entre les deux, le proton, en quelque sorte, voit une charge plus faible. Une charge positive plus faible. Parce qu'il voit la charge positive moins les charges négatives des électrons. On dit que les électrons font écran à la répulsion électrostatique. Et donc, ce phénomène a tendance à diminuer l'énergie de l'ensemble lorsque les deux sont proches, séparés par des électrons. Ils vont donc avoir tendance à mettre leurs deux électrons en commun, ce qui diminue la stabilité, ce qui diminue l'énergie et augmente la stabilité de l'ensemble. Mais comme il y a une zone de recouvrement, cela ne peut se faire qu'avec deux électrons de spin opposés. Et on obtient ainsi, grosso modo, la structure de la molécule d'hydrogène H2. Considérons encore un autre cas. Supposons qu'on applique un champ magnétique très fort, disons à l'hélium. Le champ magnétique va interagir avec le spin des électrons, puisque chaque électron se comporte comme un petit aimant. Et avec un champ magnétique assez fort, cela peut provoquer le retournement d'un spin, comme un aimant qui se retourne quand il est pour être attiré dans la bonne direction par un autre aimant plus fort. Ils ont tendance à repousser, et le petit aimant a tendance à basculer pour venir se coller sur l'autre aimant. C'est le même que vous avez sûrement déjà remarqué. Et on a forcément le même avec les électrons qui se comportent comme des petits aimants. Donc si on a un champ magnétique suffisamment fort, dans le noyau d'hélium, on a un électron avec le spin vers le haut. Alors disons que le champ magnétique tend à aligner les spins vers le haut. L'autre électron va avoir tendance à avoir son spin qui bascule aussi vers le haut. Mais le principe d'exclusion fait qu'ils ne peuvent pas être tous les deux autour du noyau. Le deuxième va se situer plus loin, comme pour le lithium. Et donc, il faut fournir une grande énergie. Il faut un champ magnétique très fort, très puissant, pour arriver à faire basculer le spin du deuxième électron en lui fournissant suffisamment d'énergie pour qu'il se place dans un état d'énergie plus grande. Ceci peut expliquer un mystère. C'est le ferromagnétisme. Parce que dans le ferromagnétisme, les spins des électrons sont tous alignés dans la même direction, ce qui fait que ces micro-aimants se comportent globalement comme un très fort aimant. Et le ferromagnétisme est très fort. C'est celui qui est à la base des aimants permanents ou de beaucoup d'applications sur le magnétisme. Le fer est un ferromagnétique, bien sûr, c'est de là que vient le nom. Également le cobalt et quelques autres métaux. Mais ceci n'est pas très logique. Parce que les spins des électrons, leur champ magnétique, se comporte comme des petits aimants. Ils devraient donc avoir tendance à se mettre plutôt tête bêche. Pôle nord vers pôle sud et pôle sud vers pôle nord. Donc pourquoi est-ce qu'ils s'alignent ainsi? Eh bien en fait ceci nous apporte un éclairage. Parce que, nous le voyons, pour forcer l'alignement d'un spin, il ne suffit pas d'avoir un champ magnétique,
il faut un champ magnétique très fort. L'énergie à fournir est très grande. Le principe d'exclusion fait que les énergies d'interaction dues à l'orientation sont beaucoup plus grandes que les énergies magnétiques liées au spin. Alors si on prend certaines substances comme le fer, on a un noyau avec des électrons autour, des électrons plus éloignés, et un certain nombre d'électrons qui peuvent se déplacer librement dans le matériau. Le fer est un matériau conducteur. Du fait de la zone de recouvrement ici, si l'électron conducteur a un spin, disons, vers le haut, alors ceux dans la couche périphérique auront un spin vers le bas, à cause du principe d'exclusion. Et donc, les deux spins se retrouvent alignés. Et c'est ce qui se passe effectivement dans un ferromagnétique. Ce phénomène est parfois appelé interaction d'échange ou énergie d'échange, qui fait que l'énergie est plus basse, beaucoup plus basse, si les spins sont orientés correctement. On l'appelle énergie d'échange parce qu'il est dû au fait que l'échange d'électrons change le signe de la fonction d'onde. C'est de là que vient le nom. Et donc, cette énergie d'échange, ce principe d'exclusion, explique l'alignement des petits spins de chaque atome dans un ferromagnétique. Et donc, l'aimantation très forte des aimants permanents. Voyons encore une application. Cette fois-ci avec le noyau des atomes. Alors, dans les noyaux, on peut avoir un proton seul, ou alors, ça c'est l'hydrogène, on pourrait avoir un neutron seul. Effectivement, des neutrons libres, ça peut exister, mais ils ne forment pas d'atome parce qu'ils n'ont pas de charge électrique. Donc les électrons ne viennent pas se mettre autour, donc ils ne forment pas un atome. En plus, ils sont instables. Il se fait que les neutrons sont instables. Un neutron libre a une certaine tendance à se désintégrer. On peut prendre une vingtaine de minutes. Donc on prend environ une vingtaine de minutes. Il se désintègre pour donner un proton et un électron qui s'échappe, parce qu'il est très énergétique. C'est la désintégration bêta. Atome suivant, un proton et un neutron. Ça, c'est le deutérium. L'énergie de liaison est très grande, de l'ordre de 2 mégaélectronvolts. On a proton, proton, neutron. Ça, c'est l'hélium 3. Mais la question se pose alors, pourquoi n'a-t-on pas de noyau à 2 protons, sans neutrons, juste 2 protons, de l'hélium 2? Or, on n'en trouve pas dans la nature, et on ne sait pas le fabriquer, en physique nucléaire. Pourquoi un assemblage de 2 protons n'est-il pas stable? Qu'est-ce qui empêche la formation de cela? Alors, déjà, l'inexistence de ceci résout un autre mystère. Le neutron est instable. Alors pourquoi le noyau de deutérium, ce qu'on appelle l'hydrogène lourd, pourquoi est-il stable? Pourquoi le neutron ne se désintègre pas, puisque le neutron est instable? Mais simplement parce que l'énergie de liaison est considérable. 2 millions d'électronvolts, 2 mégaélectronvolts. C'est énorme. S'il se désintégrait, il donnerait un proton qui ne peut pas exister. Plutôt, on ne peut pas avoir un noyau à 2 protons. Les 2 protons s'écarteraient et se retrouveraient sous forme de particules libres. Et donc, il faut fournir au moins 2 mégaélectronvolts pour arriver à désassembler le noyau de deutérium. Et l'énergie dégagée par la désintégration du neutron est plus faible que cela.
Elle est très énergétique, mais pas de 2 mégaélectronvolts. Et donc, la désintégration du neutron ne se produit pas parce qu'il est stabilisé par cette très puissante interaction avec le proton. Et du fait que le noyau PP, proton-proton, n'existe pas. Et la plupart des atomes sont stables, enfin, une bonne partie des atomes sont stables, en tout cas la plupart des éléments chimiques que nous connaissons sont stables, les neutrons ne se désintègrent pas à cause de ce phénomène. Le neutron est stabilisé par sa liaison nucléaire au sein du noyau. Mais pourquoi le noyau proton-proton n'existe pas? Alors, déjà, l'énergie de liaison entre deux nucléons, proton ou neutron, dépend du spin. Alors, l'énergie de liaison entre proton et neutron, entre proton et proton, entre neutron et neutron, est grosso modo la même. Il n'y a pas beaucoup de différence. Elle est un peu plus faible entre deux protons parce qu'ils se repoussent, ils ont une charge électrique positive. Mais cette répulsion n'est pas l'effet majoritaire ici. La force nucléaire est très grande. Et donc, les forces entre nucléons, les forces nucléaires sont à peu près les mêmes. Par contre, elles dépendent du spin. Il se fait que l'énergie de liaison, la liaison est plus forte lorsque les spins sont parallèles. Et plus faible si les spins sont antiparallèles. Ce phénomène, lié à la propriété de l'interaction nucléaire, peut se mesurer facilement. On effectue des expériences de diffusion de protons sur des protons sur des neutrons, et en fonction de la diffusion de ces particules, on peut calculer l'énergie d'interaction entre les différents nucléons lorsqu'ils se croisent, et donc permet de déterminer ce que je viens de dire ici. Donc l'énergie de liaison est plus faible quand ils sont antiparallèles. Mais les protons sont des fermions. Donc pour le proton et le neutron, pas de problème. Proton, on va dire spin vers le haut. Neutron, spin vers le haut. Énergie de liaison, 2 mégaélectronvolts. Mais l'énergie des protons, mais la liaison pour les protons, ce n'est pas possible. Parce que les protons sont des fermions. Et les fermions ne peuvent pas être dans le même état. Donc ils ne peuvent pas, deux protons ne peuvent pas être collés l'un contre l'autre avec tous les deux leur spin vers le haut. Il faut forcément avoir un spin vers le haut et un spin vers le bas. Et dans ce cas-là, l'énergie de liaison est nettement plus faible. On peut se dire, mais oui d'accord, on obtiendrait un noyau proton-proton avec une énergie de liaison plus faible. Mais non, parce qu'il y a autre chose. Alors d'abord, il y a une répulsion électrostatique, mais elle reste insuffisante. Elle joue un peu. Elle a tendance à repousser les deux protons. Comme ils sont moins liés, ils ont tendance à s'écarter un peu plus. Mais il y a aussi le principe de la détermination, encore lui. Du fait du principe de la détermination, l'électron ne peut pas avoir une position parfaitement précise et être au repos contre le noyau. Donc il est un certain étalement. Mais c'est vrai aussi des protons et des neutrons dans le noyau, mais le noyau, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus petit. Alors comment se fait-il qu'ils peuvent tenir dans une zone aussi petite, contrairement à l'électron? Eh bien parce qu'en fait l'énergie nucléaire est énorme. Elle tend à rapprocher fortement les nucléons, et du fait de cette énergie énorme, ils ont des vitesses énormes, comme deux petites planètes qui tourneraient très vite autour de leur étoile. Et donc, ils peuvent avoir une position précise et une vitesse beaucoup plus imprécise, tout en étant très compactés et en respectant le principe de la détermination. Mais avec une énergie plus faible, les protons ne peuvent pas avoir une vitesse, une impulsion aussi grande, et donc ils seront
un peu plus proche du repos, et donc l'incertitude sur la position va augmenter. Et donc la distance entre les deux protons va augmenter. D'une part à cause de cette répulsion électrostatique, mais aussi à cause de ce phénomène d'énergie de liaison plus faible et de principe d'indétermination. À nouveau, on dirait c'est pas trop grave, parce que les énergies de liaison restent quand même assez élevées. Le noyau proton-proton serait ainsi un peu plus gros, parce que les deux protons s'écartent, mais il resterait quand même beaucoup plus petit que l'atome. Les électrons ils se situent quand même très loin encore. Alors pourquoi ça marche toujours pas? Ben parce que l'énergie nucléaire a une propriété très spéciale. L'interaction électrostatique des charges électriques agit à distance. Elle diminue comme le carré de la distance. Mais l'énergie nucléaire, l'interaction nucléaire, non. Elle n'agit qu'à courte distance. L'intensité de l'énergie de l'interaction nucléaire diminue exponentiellement. Ce qui veut dire qu'au-delà de la taille à peu près d'un proton ou d'un neutron, la force de liaison nucléaire disparaît. Elle s'annule pratiquement. Elle devient rikiki. Et donc, du fait que les protons ont tendance à s'écarter à cause du principe de détermination et de la répulsion électrostatique, l'énergie de liaison qui était déjà faible, elle chute encore, elle s'annule. Et les deux protons s'en vont chacun de leur côté. L'édifice n'est pas stable. Et tout cela est dû au fait que les protons ne pouvaient pas se mettre ensemble avec leur spin aligné vers le haut, comme le font le proton et le neutron. Et donc, le noyau proton-proton ne peut pas exister. L'état a trois nucléons. Pourquoi lui il peut exister? Il y a deux protons là. Pourquoi il ne peut pas? On n'a pas non plus ce phénomène d'écartement des protons et les protons qui foutraient le corps dans les deux sens. Eh bien simplement parce qu'il y a un neutron. Les deux protons peuvent se placer à distance raisonnable et être liés au neutron. Du fait qu'ils sont légèrement écartés, ils ne sont pas dans la même position, ils peuvent avoir des spins alignés vers le haut. Et donc, l'hélium 3 est stable. L'hélium 4, lui, a deux neutrons, ce qui améliore encore la stabilité, la structure du noyau. L'hélium 4 a une énergie de liaison nucléaire un peu plus forte que l'hélium 3. Voilà, donc, vous voyez, bon, ceci n'est qu'une analyse qualitative, grossière, on va dire. Mais vous voyez l'importance de ce principe d'exclusion. Il donne la structure de la matière, les aspects liaison chimique des molécules, la stabilité de la matière, explique des phénomènes comme le magnétisme, et fait que les noyaux ont des structures bien précises et leur garantit une stabilité. Parce que sans ça, les neutrons pourraient se transformer en protons à volonté. Les noyaux resteraient stables. Ils se désintégreraient. Donc le principe d'exclusion a une importance vraiment considérable. Considérable. Voilà. Donc, nous allons quitter maintenant cette zone d'introduction et d'approche simple de la physique statistique. Nous allons maintenant poser, dans la prochaine vidéo, nous allons poser d'un peu plus près les éléments de la théorie, de la physique statistique. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons les bases théoriques de la physique statistique lorsqu'on a un grand nombre de particules. Je vous remercie.